Father Akotia will speak for 30 minutes, and then there will be questions. We'll make some time this afternoon for questions. So while we are eating, we will also eating the thoughts that Father Akotia will put before us. So I don't think we need a long introduction. He is very well known to the members, and the young ones can ask the older ones. J'interviens maintenant, non pas comme un membre de l'APK, mais comme un invité. Et ma contribution, je l'ai intitulée « L'homme et la nature, qui prend soin de qui ?» Contribution des traditions africaines au débat écologique. Entre l'homme et la nature, qui prend soin de qui? Il serait traité d'hérétique celui qui oserait émettre des doutes sur le fait que la nature va mal et qu'il faille en prendre soin. Dans ce travail, je souhaite interroger la question écologique elle-même en ces termes. Qui prend soin de qui? Je vais ensuite recueillir la doctrine des peuples d'Afrique noire et savoir quel est le nom de la nature. Le parcours amènera à proposer une participation de l'Afrique au débat sur l'écologie comme un art d'habiter la terre. Mon premier point, la question écologique. La mission écologique ressemble curieusement à la mission civilisatrice. Le souci pour la nature à sauver reproduit le souci pour les sauvages en danger. La question écologique se pose en termes sotériologiques. La tradition qui a mis au point la nécessité de sauver l'homme des mains de la nature est la même qui veut maintenant sauver la nature des mains de l'homme. Les Prométhéens n'ont pas changé. L'auto-accusation qui ressemble à une reconnaissance des abus de l'homme n'est pas une repentance. Elle ressemble à une excuse pour reprendre le forfait à nouveaux frais. Le développement durable est une nouvelle opération plus performante, peut-être avec anesthésie. En réalité, la question écologique dépend de l'expérience que les peuples font de leur nature. En dehors des tropiques, la Terre a besoin de la chaleur du soleil, sans laquelle les hommes ne pourraient pas l'habiter. Grâce à l'énergie du soleil, les hommes des zones tempérées construisent des cités pour les habiter au nez de la nature. Mais sous le soleil des tropiques, la Terre est plutôt douce et habitable. C'est plutôt le soleil qui vient brûler et tuer. Le mépris ou non de la condition terrestre est finalement une appréciation de la nature. La question écologique n'est pas une affaire technique. Elle n'est pas une affaire des modernes. Elle est philosophique. Elle est théologique. Ses racines sont à trouver dans la tradition des peuples. Mon deuxième point, pour une doctrine africaine de l'écologie. Reconnaître que la question écologique ne se pose pas de la même manière partout invite chacun à interroger ses propres traditions. Et c'est ce que je vais faire en interrogeant les traditions africaines. L'Afrique noire a sa propre doctrine écologique. Je vais analyser le récit
du mythe de la reine Pokou des Baoulés. Je résume le mythe pour gagner du temps. Voici ce que les Baoulés racontent. À la mort de leur père Osei Tutu, les deux frères Dakou et Opokouare se disputent le trône royal. À la mort de son frère protecteur Dakou, sa sœur Ablan Pokou quitte le royaume Ashanti avec son fils unique, suivi par un petit groupe. Les fugitifs échappent aux poursuivants et arrivent au bord du fleuve Comoé en crue. Sur la demande des génies du fleuve, la reine offre son fils unique. Des hippopotames se dressent alors et le peuple traversa le fleuve en marchant sur leur dos. La reine Abla Pokou installa son peuple sur ce nouveau territoire qui est le pays baoulé. Voilà le mythe que je vais analyser. J'analyse ce récit sacré à l'aide des instruments de l'esthétique de la réception externe. Les mots d'un récit sont tissés entre eux pour représenter la réalité. Le récit d'Ablan Pokou s'organise autour de trois pôles: les déplacés, les morts et le fleuve. Les morts, les déplacés d'abord. Comme les mots du récit, la reine et le peuple sont inséparables. En effet, dans le récit, on peut remplacer l'un par l'autre. Les fugitifs, les voyageurs constituent une même réalité désignée à travers la reine et son groupe. Donc, quand nous lisons le récit, nous pouvons considérer la reine, les fugitifs et le groupe comme une seule réalité, une même réalité. Les morts. Le registre n'analyse pas les actions mais les mots. De ce point de vue, les deux morts semblent désigner chacun le territoire où il se trouve. On peut ainsi dire que la reine a un territoire du frère, le territoire d'origine, où le frère est mort, et un territoire du fils, le territoire d'arrivée, où le fils est mort. Le troisième élément que j'analyse, c'est le fleuve. Le registre du fleuve relie le fils et l'hippopotame. On dirait que c'est le fils qui est devenu l'hippopotame. On dirait surtout que c'est le fleuve qui est devenu aussi l'hippopotame. Les trois réalités semblent fonctionner comme des synonymes. Le territoire du fils est le territoire au fleuve aux hippopotames. On peut noter que le récit se termine en montrant la reine et tout son peuple s'installer sur le pays baoulé. C'est cette installation des baoulés sur leur pays qui est représentée à travers tous les autres éléments du récit. Le récit met en scène un voyage qui ressemble à un essaimage. L'essaimage permet de voir la reine sur deux territoires. Elle était auprès de la tombe de son frère, elle se retrouve sur celle de son fils. Le récit ne semble pas représenter le drame d'un frère assassiné, ni celui d'un fils sacrifié. Par la mort, le récit veut plutôt représenter la terre habitée. L'ancêtre est la manière ordinaire pour les Africains de désigner les territoires habités. Le génie est quant à lui la manière ordinaire de désigner les territoires non habités. Les forêts, les mers sont remplis de génies, tandis que les villages sont les villages des ancêtres. Lorsqu'un génie accueille un ancêtre, le territoire non habité devient un pays. Le fleuve ressemble au territoire scellé. L'hippopotame représente le territoire offert. Ce qui est mis en scène à travers le don du fils de la reine,
C'est l'hospitalité accordée par les génies au peuple de la reine. Le récit formule l'identité des Baoulés. À travers le frère, il dit que les Baoulés restent des Ashantis. Et à travers le fils, il dit qu'ils ont un autre territoire, un autre royaume. Le pays Baoulé est la maison retrouvée dehors. Ce que les sémas des Baoulés montrent, d'autres récits le montrent aussi. Et je vais voir rapidement le récit du veau et le récit de l'orphelin. Très rapidement, je résume ces deux contes. Le veau et le lion. À force de manger du lait, le veau avait une gastrite sévère. Sa mère l'amena en brousse pour qu'il mange de l'herbe et le confia à la lionne qui en prit bien soin. L'hyène repéra le veau et lui proposa d'accepter un remède qui le guérirait. Le veau informa la lionne. Celle-ci demanda au veau de venir cette nuit-là dormir plutôt dans sa tanière avec ses lionceaux et alla se mettre à la place du veau. L'hyène arriva et bondit pour dévorer le veau. La lionne l'attrapa et lui dit « Ton remède est plus mortel que la maladie. » Et voici le deuxième conte. Ah, j'ai un problème. En copiant-collant, j'ai copié le récit du veau deux fois et j'ai oublié de raconter l'autre récit, le récit de l'orpheline. Alors, c'est une orpheline, je dis ça maintenant donc rapidement, c'est une orpheline. Un monsieur avait deux femmes. Il y a une des femmes qui est morte. Chacune des deux avait une fille. Et l'orpheline a été renvoyée par sa marâtre pour aller laver une cuillère dans un fleuve. Et en allant, elle a rencontré des monstres, des lions, des génies, mais elle a été toujours docile à ce qu'on lui demandait. Et en faisant cela, elle est revenue dans le village comme une reine, avec des richesses, accompagnée en triomphe. L'orpheline, comme le veau, se retrouve avec deux mamans. La pauvre enfant est tenue de renoncer à la bonne et de vivre avec la méchante. Le pauvre veau est tenu de renoncer à la mère semblable pour vivre dans la forêt avec la lionne dangereuse. Ce que les récits montrent, c'est comment il est possible de vivre avec la seconde maman. Les récits mettent en scène la nécessité de renoncer à la maison en apparence agréable, d'une part, et de l'autre, la possibilité de vivre dans une maison en apparence inhospitalière. La première maman désigne l'heureuse maison d'origine, tandis que la maman que l'on retrouve dehors désigne la maison où on est accueilli lorsqu'on a quitté la première. Les récits du veau et de l'orpheline, comme celui de la reine Baoulé, représentent la maison qu'on a quittée face à la maison du dehors où on est accueilli. Le fait d'avoir précédemment une maison donne le statut d'hôte dans la maison où l'on se retrouve. Voici ce que je retiens des histoires que je viens d'analyser. On quitte une maison pour une autre. La deuxième maison est dangereuse, mais c'est là-bas qu'on va vivre. Et le fait qu'on avait une maison avant de partir fait qu'on est hôte dans la maison qu'on habite désormais. Le fleuve Comoé est devenu hippopotame pour accueillir les Baoulés. L'hippopotame des Baoulés, la lionne du veau,
la marâtre de l'orpheline, sont tous d'aspect terrifiant, mais ils deviennent bienfaisants lorsqu'on leur demande l'hospitalité. La dangerosité de la terre du dehors s'estompe lorsqu'on accepte de devenir ses hôtes. C'est ce qu'enseignent les traditions africaines. Le frère protecteur finit par mourir. Le lait bon finit par donner la dysenterie. La douce mère finit par mourir. Les catastrophes du premier séjour produisent un sevrage. La reine doit quitter le territoire qui a vu son frère mourir. Le veau doit quitter le lait de sa mère. L'orphelin doit quitter la maison de sa mère. Le renoncement au territoire d'origine donne le statut d'hôte sur la terre que l'on retrouve. Les récits racontent donc l'acquisition structurelle du statut d'hôte. C'est la désignation du territoire habité comme maison d'hôte que les récits réalisent. La soumission est l'antidote contre la méchanceté apparente de la seconde maison. La maison du dehors, et c'est cela ma thèse, la maison du dehors est la représentation de la nature. La nature semble méchante, mais elle sait prendre soin de ceux qui acceptent d'être ses hôtes malgré tout. Le secret pour vivre dans la nature hostile, ce n'est pas de l'affronter, mais plutôt de lui demander l'hospitalité. La nature sait accueillir ceux qui demandent son hospitalité. La nature est d'abord une mère avant de mourir pour devenir une marâtre acariâtre. Elle est d'abord une vache avant de devenir une lionne dangereuse. Elle est d'abord un frère protecteur avant de mourir et devenir un roi dangereux à fuir. Les récits montrent les deux faces de la nature. Accueillante, elle devient dangereuse pour sevrer. Dangereuse, elle exige qu'on lui demande hospitalité pour accueillir. Le principe écologique africain est la désignation de la nature comme maison d'hôte. Je passe à mon troisième point, l'art d'habiter la terre. Oui, je vais finir. L'art d'habiter la terre. La nature n'a pas de problème. C'est l'art de l'habiter qu'il faut interroger. La nature n'a aucun problème. Il faut interroger tous les peuples sur la manière dont ils ont conçu la manière de l'habiter. Nommer la nature. Le pape François appelle la nature du beau nom de maison commune. Du nom donné à la nature et du traitement qui en découle dépend la doctrine écologique soutenue par les traditions de chaque peuple. Les génies de la nature. Pour les peuples d'Afrique, les forêts, les fleuves, les montagnes et les collines ont tous leur génie. On les qualifie même d'animistes parce que la nature est sacrée pour eux. Les génies constituent le véritable nom que l'Afrique a donné à la nature. Ils sont dangereux, mais ils sont prêts à prendre soin des peuples qui acceptent de leur demander hospitalité. Les idoles des nations. Les cités sont les lieux des idoles d'où Yahvé retire les siens. L'idole désigne la cité païenne. Elle est faite des mains humaines, exactement comme la cité qui est faite des mains des hommes. La création est au contraire ce qui est sorti des mains de Dieu. Pour le peuple juif, c'est la cité qui est l'idole. Les barbares sauvages. Les gentils sont dans leur cité et ils sont civilisés. Tandis que les barbares sont dans la nature, ils sont sauvages. Les gentils racontent comment
les dieux du ciel les ont aidés à dompter la nature et à construire des cités. Les dieux des gentils sont les alliés des hommes pour les défendre contre la nature. Les diables et le monde. La cité des dieux païens de l'Ancien Testament va devenir le monde des diables dans le Nouveau Testament. Les divinités des gentils, que la Bible appelle les idoles et les démons, désignent la cité, tandis que les génies et les ancêtres des peuples d'Afrique noire désignent plutôt la nature. La question de l'écologie est inséparable de la question de la cité. Tant qu'on ne voit pas les choses de cette manière, on gérera des questions techniques et scientifiques. La question anthropologique est là, l'habitat. Lorsqu'on pose la question écologique, suivant la seule tradition occidentale, elle se réduit à une question éthique et technique. Lorsqu'on confronte les traditions entre elles, la crise révèle ses véritables racines. C'est l'impérialisme qui diffuse la diffusion envers la nature. Dans son contact avec l'Occident, l'Afrique a été mise à cette école. En effet, le combat que les premiers chrétiens gréco-romains ont engagé contre la cité est tourné en Afrique contre la nature. La conversion prêchée par les missionnaires comme renoncement aux traditions africaines et poursuivie par les pasteurs africains eux-mêmes comme chasse aux démons constitue un arrachement à la nature. Mais la résilience de l'Afrique est perceptible. Les lieux de la perception de la résilience africaine sont capillaires. Avec l'inculturation, c'est la nature que l'Afrique introduit dans les débats théologiques. La culture occidentale est une culture de la cité. Elle initie à la cité. Tandis que la culture africaine est une culture de la nature. Elle initie à la nature. Par ailleurs, sur le plan politique, les ethnies continuent de persister dans l'État-nation qui est venu pour les détruire. La défiance de Prométhée n'est pas contre les dieux, elle est contre la nature. La théologie de la catastrophe nous a habitués à rechercher arrogamment la transformation du monde au lieu de quémander modestement son hospitalité. Et je conclus. On n'a pas besoin d'attendre le réchauffement climatique pour penser à comment vivre dans la nature. La contribution de l'Afrique au débat consiste à ne pas se fier au paternalisme de la cité. Ce que la nature exige des vivants, ce n'est pas de se défendre contre elle, encore moins de la défendre, mais de se faire humblement ses hôtes. La source du malheur, c'est la prétention, la manie de se prendre trop au sérieux et de vouloir une autre place que celle qui est réservée à tous les vivants sans exception. La cité est pour les humains ce que le trou est pour le rat, tout simplement. Je vous remercie. Je voudrais remercier le professeur Kotia pour son exposé et pour la profondeur de tout ce qu'il nous a livré, surtout à la lumière des peuples de l'Afrique, de leur sagesse et de leur savoir-vivre aussi. Ma préoccupation est celle-ci. Si la question écologique est affrontée au niveau personnel, disons par chaque peuple, est-ce que les efforts suffiront pour que chaque peuple puisse résoudre son problème à son niveau? Parce qu'aujourd'hui, les peuples sont très mélangés, sont très rapprochés. Il y a ça. Donc, après. L'autre versant du dilemme, est-ce que l'effort d'affronter tous ensemble, et peut-être de manière planétaire, la question écologique,
ne va pas étouffer vraiment les sensibilités particulières ou bien imposer une vision globale qui fasse du bien à certains peuples et beaucoup de tort à d'autres peuples. Voici donc ma question. Merci. Merci pour la question. Et je vais répondre de façon peut-être un peu provocatrice, en disant que, en réalité, ce sont les États qui veulent une solution globale. Et c'est l'État que j'ai appelé dans mon propos la cité. L'État est le problème. Et la solution est du côté des peuples. Les peuples n'ont pas besoin de se mettre ensemble avant de régler la question écologique. Il suffit que chacun, là où il est, vive selon ses traditions et mette en œuvre ses propres traditions pour que la terre se trouve bien. En d'autres termes, ce sont les États, en globalisant le problème et en globalisant les solutions, qui créent le problème. Voilà. Parce que les États se comportent comme, c'est ce que j'ai appelé dans mon propos, paternalisme vis-à-vis de la nature et de la terre. Alors qu'ils sont minables, les peuples le savent. Voilà. Tous les efforts, les grands rassemblements pour régler les questions écologiques, en réalité, amusent la terre. Je ne veux pas dire que ça m'amuse moi, mais ça amuse la terre. Interrogez les peuples. Chaque peuple sait comment s'occuper de la terre. Chaque peuple sait comment vivre sur la terre. Ce sont les États qui sont... L'État est une organisation artificielle. Et c'est ça qui crée le problème à la terre. Voilà. L'État, j'entends par l'État, promettait cette construction de la cité comme le lieu paradisiaque qui abrite l'homme. Voilà. Et c'est comme ça que la Bible d'abord s'oppose. Voilà. C'est comme ça d'abord que la Bible s'oppose. Donc c'est une question, c'est l'État qui est global. Ce sont les États qui cherchent des solutions pour la globalité, alors qu'ils sont le problème. Et c'est ça même le problème. J'ai essayé de le dire en posant la question de la... Je ne crois même pas à la question écologique comme problème, parce qu'il s'agit en réalité de subjuguer de plus encore la nature. Le développement durable n'est pas une solution. C'est la création de nouveaux problèmes à la nature. Merci. Bon, merci Benjamin pour votre contribution en tant qu'anthropologue. Bon, moi j'ai deux questions ou deux observations. D'abord, dans la troisième partie de votre exposé, vous avez dit « la nature n'a pas de problème ». Oui. Vous avez même insisté sur ça. Est-ce que, bon, toujours dans la logique de votre texte, il n'y a pas là une contradiction? Parce que vous avez montré que la nature a deux faces. Donc il y a aussi une face dangereuse. Et alors, comment vous terminez en disant que la nature n'a pas de problème? C'est là aussi une face dangereuse. Donc ça, c'est question, observation. Et puis deuxièmement, je me pose toujours des questions sur les contributions. Quand on parle des contributions africaines aux problèmes écologiques, en partant des traditions africaines, est-ce que ces traditions sont capables de résoudre les problèmes nouveaux posés par les cités, justement? Vous voyez, la gestion, par exemple, des déchets dans des grandes mégapoles africaines. Est-ce que les traditions africaines sont aptes à résoudre des questions pareilles? Parce que ces traditions sont nées, ont évolué dans un autre contexte où il n'y avait pas de mégapoles. Par exemple, donc on peut le faire mutatis mutandis sur d'autres sujets. Voilà. Merci, professeur. Vraiment merci pour ces deux questions
qui sont au cœur de ce que j'ai voulu montrer. Alors, la nature n'a pas de problème. Et je l'ai dit rapidement en disant ceci. Quand la nature est dangereuse, c'est pour obliger l'homme à lui demander hospitalité. Quand le fleuve s'est dressé devant la reine Pokou en fuite, c'est pour que la reine demande hospitalité. Et quand la reine a demandé hospitalité, eh bien, elle a été accueillie. En réalité, la nature fait peur à tous les peuples, mais les peuples ne réagissent pas de la même manière. Les autres vont fabriquer des fusils, vont demander le feu aux dieux pour venir maîtriser la nature. En Afrique, on ne demande pas un feu pour maîtriser la nature. On lui dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accueillir? Les génies font peur à tout le monde, mais il suffit de demander l'hospitalité, vous êtes accueillis. Mais sur la deuxième question, c'est là où la contribution africaine, ce que je suis en train de proposer, peut paraître irrecevable. Et je l'assumerai. Parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui, moi-même je me demande si les traditions africaines peuvent apporter des solutions à ces problèmes. Parce que ce sont des problèmes que la cité a créés parce qu'elle n'a pas respecté ce que la nature demande. Alors, est-ce qu'il faut retourner à l'état de village de précolonial? Je ne sais pas. Mais ce que je propose, c'est que l'État apprenne auprès des peuples comment vivre dans le monde. Au lieu que ce soit l'État qui apprenne au peuple comment vivre dans le monde. Vous avez compris ce que je veux dire. J'ai dit quelque part très rapidement que l'Afrique a été initiée, elle a été mise à l'école pour apprendre à vivre dans le monde, on construit des mégapoles, tout ça là. Mais nous continuons de résister. Nos ethnies sont encore là, même si nous ne les écoutons pas. Nous préférons aller à l'école et aller étudier. Donc c'est cette alliance, voilà, cette alliance, ce changement de rôle. Au lieu que l'école nous apprenne comment nous devons nous comporter, que l'école, en d'autres termes, que l'Église et l'État apprennent auprès des peuples traditionnels comment vivre dans le monde, comment se comporter dans le monde. Voilà. Parce que dans la réalité, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on nous met à l'école, on pense que nos traditions sont dépassées, minables, ils n'ont rien à apporter, et voilà, ce sont deux instances qui tiennent le crachoir pour enseigner comment il faut vivre. Ce que je suis en train de dire, il faut inverser les rôles. On ne va pas mettre fin à l'État, mais il faut dire à l'État, tu fais partie du problème, peut-être qu'il faut aller demander la solution là. Ceux qu'on a oubliés, ceux qui n'ont plus la voix. Merci. Merci, professeur, pour votre conférence. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit concernant l'ancêtre comme un terme utilisé pour indiquer l'hospitalité. Et justement, vous avez pensé que l'hospitalité serait la grande leçon que l'Afrique donnerait au débat écologique. Oui, c'est vrai, mais je me pose une question concernant le lien entre ancêtres, territoire habité et hospitalité. En d'autres termes, la nature enseigne à l'être humain ce qu'est l'hospitalité. Oui. Mais le problème en Afrique aussi est que le territoire habité, c'est-à-dire le territoire étranger habité, devient aussi source de conflits. C'est-à-dire, ça devient un blocage contre l'hospitalité, où on voit des peuples, des ethnies différentes qui se mettent en guerre, justement parce qu'une autre ethnie veut occuper le territoire occupé, qui est plutôt une terre d'hospitalité. Alors, d'après vous, quelle serait en fait la source de ce problème? Est-ce que c'est l'Africain qui n'apprend pas de la nature, ou bien ce problème se pose à un autre niveau? Merci. Merci beaucoup. Merci encore pour ces questions.
Et j'ai raccourci mon test pour la conférence pour tenir dans le temps. Il y a tout un paragraphe sur cette question. En réalité, chaque fois qu'il y a conflit en Afrique, allez-y voir, c'est que quelqu'un a refusé l'hospitalité. Parce qu'on ne l'a pas reconnu comme propriétaire. En Afrique, vous pouvez fouiller partout. Vous allez partout, vous trouverez des gens qui disent « c'est nous qui avons accueilli des gens » et vous trouverez des gens qui vous diront « nous avons été accueillis ». Lorsque les gens se disent « nous sommes tous les mêmes » et c'est ce que l'État est venu nous dire, on a créé l'État du Togo et on a dit à tous « vous êtes des citoyens ». Du coup, ceux du Nord se retrouvent au Sud et disent « nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des accueillis ». Et c'est ça qui crée conflit. Les conflits ethniques que l'Afrique a connus depuis les indépendances ou depuis la création des États, si vous les observez tous, ils sont tous de cette manière. C'est le conflit avec le nouveau concept de la citoyenneté, qui ne différencie plus l'accueilli de l'accueillant. Et donc, la question de l'hospitalité est au cœur de ces débats. Le Congo, le Rwanda, et tout c'est la question de l'hospitalité qui est là. Avant, quand on disait à quelqu'un, toi tu es venu de là-bas, c'était un signe d'accueil. Aujourd'hui, c'est un signe de rejet. Voilà nos problèmes. Donc c'est parce que l'État est venu avec un nouveau concept, celui du citoyen égaux, et qui entre en conflit avec le concept d'hospitalité qui était là, sous lequel les ethnies vivent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les 15 minutes sont parties. Merci. Merci. Beaucoup pour venir. Merci.